Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette séance qui va traiter de la question de la coopération. Alors, vaste thème qui manifestement attise l'intérêt, puisque nous avons les honneurs de la grande salle et nous nous en réjouissons. La coopération est un thème central, le monde est complexe, les relations entre acteurs ont tendance parfois à se tendre lorsque le climat lui-même se tend. Et pourtant, comme nous allons le voir avec nos intervenants, il y a un coût associé à la tension des relations. Et à l'inverse de la compétition, la coopération est un comportement éminemment plus souhaitable à promouvoir au sein de nos organisations. Alors, pour traiter de ce vaste sujet, nous avons des invités absolument intéressants qui, chacun, vont aborder la question de la coopération sous un angle particulier. Nous avons Laurence Ruffin, qui est la présidente d'ALMA. Nous avons Michel Schwing, le président d'Areco. Nous avons Guy Ascot, ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui en charge de la mission Alliance Dynamique au groupe La Poste. Jean-Christophe Juillard, qui est directeur général adjoint du groupe coopératif Limagrin, Limagrin étant un des sponsors de cet événement. Nous avons Monsieur Valentin, Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi Investissement. Et nous avons finalement Pierre Pelouzet, excusez-moi, qui est médiateur des relations interentreprises. Alors, ce que je vous propose comme mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement suivant. Chaque intervenant aura l'occasion de s'exprimer pendant 8 à 10 minutes, de manière à présenter ses activités et à présenter l'angle qui est le sien autour de la coopération. Et puis, nous aurons un temps d'échange de 25 minutes, je pense, 25 minutes, 30 minutes, de manière à vous permettre de poser vos questions. Alors, moi-même, Christophe Sempels, je suis professeur de développement durable et d'entrepreneuriat à Schema Business School. Je suis également cofondateur de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. On parle là de modèles économiques d'entreprise qui font de la question de la coopération un enjeu absolument central et stratégique. J'ai également la chance d'être directeur scientifique de Club KPF, qui est une association locale de promotion de ce type de modèle située en PACA, et plus exactement dans le département des Alpes-Maritimes. Et puis finalement, et j'en resterai là, j'ai également cofondé un Transformative Lab sur l'innovation transformative. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de moi. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Juillard. Alors, Monsieur Juillard a un parcours extrêmement intéressant. Monsieur Juillard est ingénieur de formation. Il a également suivi des formations dans des écoles de commerce tout à fait prestigieuses. Et puis, il a embrassé une carrière, on va dire, dans les entreprises classiques. Vous avez commencé chez Arthur Andersen. Vous avez ensuite évolué dans des grandes multinationales. Vous avez occupé des positions importantes au sein de Dole Food Company, société américaine. Et puis, assez récemment, vous avez rejoint un groupe coopératif. Alors là, voilà, j'imagine qu'il y a un contraste entre, on va dire, pour faire simple, le monde classique et le monde coopératif. Si contraste il y a, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu faire état avec le public de ces différences? Alors, tout à fait. Contraste, oui. J'ai suivi ma carrière et j'ai voulu rejoindre Limagrin parce que Limagrin, c'est avant tout une entreprise multinationale en croissance, de belle taille, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 55 pays, 10 000 personnes, profitable, une multinationale comme toutes celles où j'avais pu travailler jusque-là. Et j'étais ravi de continuer ma carrière dans un groupe, il se trouve qu'il s'appelait Coopératif en plus. Et puis, chez Limagrin, j'ai trouvé plus que cela. Je savais qu'il y avait une gouvernance particulière et j'ai découvert que cette gouvernance faisait dépasser au groupe sa simple caractéristique d'entreprise multinationale parce que chez Limagrin, j'y ai trouvé une stratégie de long terme, un rapport avec les actionnaires extrêmement différent et une façon de voir l'entreprise et de voir le développement de l'entreprise très différent. On est dans des entreprises qui veulent gagner de l'argent, ça reste un des objectifs de l'entreprise, mais chez Limagrin, dans un groupe coopératif, gagner de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour le réinvestir dans l'activité de l'entreprise, pour le réinvestir dans ses activités de recherche, pour le réinvestir dans des équipements, pour le réinvestir dans la croissance de son modèle en France et à l'international, puisque nous rachetons des entreprises chaque année à travers le monde. Donc un objectif du profit
assez différent de ce que j'avais pu croiser dans d'autres multinationales, où l'objectif était plutôt orienté dividende que orienté réinvestissement des profits. Alors Limagrin, c'est aussi une société cotée, donc vous pourriez me dire, et la bourse, comment est-ce que ça s'articule par rapport à ça? Eh bien, la bourse pour nous, c'est avant tout un moyen. C'est-à-dire que c'est un moyen de trouver du financement, bien sûr. C'est aussi un moyen d'associer au développement de Limagrin des investisseurs individuels qui vont donc venir accompagner notre projet. Et donc, oui, nous allons leur verser un dividende, mais l'essentiel reste dans la vision de long terme que nos actionnaires partagent avec nous. Alors dans la préparation que nous avons eue ensemble et les discussions préalables, nous avons abordé la question de votre gouvernance et du rôle éminemment important que jouent les administrateurs au sein de l'entreprise, avec une articulation particulière entre le travail et l'engagement des administrateurs et le travail et l'engagement des salariés, notamment de l'équipe direction, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rôle des administrateurs au projet d'entreprise? Oui, alors une coopérative agricole est donc la propriété de 2000 adhérents coopérateurs. Alors d'abord peut-être qu'est-ce que c'est qu'un adhérent? Un adhérent, c'est un agriculteur qui est un exploitant agricole, qui a sa propre entreprise, donc un entrepreneur dans l'âme, et qui est à la fois client de la coopérative, il lui achète un certain nombre de produits, et fournisseur de la coopérative, il vient lui livrer les résultats de son travail. Et cette triple relation de fournisseur, de client et d'actionnaire en fait crée une relation très particulière entre l'entreprise et l'adhérent. L'adhérent, de ce fait, ne se voit plus comme simple actionnaire de l'entreprise, il se voit comme partenaire de l'entreprise et comme usufruitier de l'entreprise. La coopérative a été créée, alors la coopérative Limagrin a 50 ans cette année. Elle a été créée par les générations précédentes. L'agriculteur d'aujourd'hui est celui qui en est l'usufruitier aujourd'hui. Et son objectif est de la développer plus loin pour laisser cet outil communautaire aux générations suivantes pour que ces générations suivantes puissent le développer plus loin. Et comment est-ce que la gouvernance fonctionne? Ces agriculteurs qui vivent tous dans un rayon assez court de 50 km autour du siège de Limagrin élisent un conseil d'administration composé de 18 agriculteurs qui sont chacun donc des entrepreneurs chez eux et qui apportent à l'entreprise cet esprit d'entrepreneur et cet engagement sur un métier qu'ils connaissent parfaitement puisque c'est le leur et qui donc va aider à une symbiose complète entre un conseil d'administration et des salariés pour piloter l'entreprise et gérer et définir sa stratégie. Alors, quand on parle de gouvernance chez Limagrin, on parle de gouvernance bicéphale chez nous, avec un conseil d'administration et son président qui identifient, qui définissent la vision de l'entreprise, sur quel chemin nous allons aller, les orientations stratégiques, et puis cette vision stratégique va être mise en action, développé par le directeur général qui va, avec toute l'équipe de direction et avec tous les salariés de l'entreprise, décliner cette vision stratégique en action quotidienne pour réaliser les profits attendus pour pouvoir réinvestir et continuer l'histoire de la sorte. Alors ce qui est intéressant, c'est que on sait que certains projets coopératifs ont du mal à faire vivre précisément l'essence même coopérative, mais quand je vous ai demandé de me parler un peu de votre métier, vous êtes en charge du développement externe de Limagrin, et quand je vous ai demandé si la nature coopérative et la position des administrateurs dans l'entreprise, dans cette gouvernance bicéphale, avait une implication très concrète sur l'exercice de votre métier, vous m'avez dit oui, votre métier de développement externe ne se pratique pas de la même façon compte tenu de cette gouvernance bicéphale. Quand j'étais dans une entreprise non coopérative et avec des actionnaires plus lointains du cœur de l'activité, acquérir une entreprise, c'était aller faire un gros chèque, acheter une entreprise et ensuite venir quelque part lui imposer la façon dont on travaille. Dans une société coopérative telle que Limagrin, la logique est complètement différente. D'abord, on a un peu moins de moyens que d'autres, mais on va pallier à ce manque de moyens par justement cet apport
d'esprit coopératif. On fera un moins gros chèque, mais on donnera plus de nous-mêmes. Et la logique, c'est quand nous allons rencontrer des entreprises, nous pouvons leur expliquer que de même que dans notre métier de semencier, on fait de la sélection en croisant des plantes les unes avec les autres pour en faire une plante plus solide, plus robuste. Et avec leur entreprise, nous allons travailler de la même façon en croisant l'ADN de telle société avec le nôtre et faire mieux. Nous avons récemment pris une participation dans une société africaine qui était allée sur la place voir un petit peu toutes les grandes entreprises avec lesquelles elle pourrait s'associer dans notre secteur d'activité et qui avait fini par conclure que avec l'Imagrin, elle était certaine de trouver des gens qui viendraient non pas dans une vision de mainmise sur l'entreprise, mais de partage et d'apport. Et donc, le projet commun que nous avons développé a été un projet pour aider cette entreprise africaine à développer de la recherche locale et à lui permettre de développer en interne les moyens de réaliser son travail mieux. Et c'est ce que nos agriculteurs souhaitent en permanence. Ils souhaitent que l'entreprise se développe et que nous leur apportions les moyens de mieux développer leurs propres exploitations. Donc on est toujours dans une logique de collaboration et de travailler mieux ensemble. D'accord. Un grand merci à vous. On a exploré la relation de coopération avec les administrateurs. On va maintenant explorer la relation de coopération entre salariés. Et je me tourne vers Laurence Ruffin. Laurence, bonjour. Vous êtes présidente d'Alma. Alors vous-même, vous êtes diplômée d'une grande école de commerce. Vous avez commencé votre carrière dans une société de conseil, passage chez Renault, et puis l'appel de la coopérative. Vous êtes rentré dans le monde coopératif, qui est un monde que vous connaissez bien. Vous avez travaillé dans l'Union régionale des SCOP et vous avez pris la présidence d'Alma, qui est une société active dans le domaine de l'informatique, avec comme particularité que c'est une SCOP et comme autre particularité que la coopération est, j'ai envie de dire, identitairement dans l'ADN d'Alma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors bonjour, donc pour présenter Alma en quelques mots, Alma c'est une société, donc on est présent dans plusieurs métiers de l'informatique, dans l'édition de logiciels dans le monde industriel et dans le service informatique. On a été créé il y a 35 ans sous forme de SCOP, donc c'est un peu, c'est notre particularité, et on est aujourd'hui 80 salariés tous associés, et on est présent dans un certain nombre de pays dans le monde à travers des filiales ou des distributeurs, avec des filiales en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc le groupe Alma, ça représente à peu près 130 personnes. Voilà un petit peu sur qui on est. Alors effectivement, la SCOP a été choisie dès l'origine. Alors si je rappelle un peu les principes de la SCOP, on est une société, c'est une société, donc je rebondirai, comme l'Imagrin, c'est assez à notre taille, qui a donc pour objectif de développer des produits sur un marché avec une même logique externe, on va dire. Par contre, d'un point de vue fonctionnement et organisation interne, c'est assez différent puisque les salariés sont associés majoritairement dans le capital. Donc, c'est les salariés qui ont quelque part, qui décident des principales décisions dans l'entreprise. En termes de gouvernance, on vote selon un associé égale une voix et non pas en fonction du capital détenu. Et la répartition du résultat est assez particulière puisqu'on répartit majoritairement le résultat aux salariés. On considère finalement qu'on redistribue aux personnes qui ont contribué à la création du résultat. Donc chez nous, par exemple, sur le résultat, on distribue 50% du résultat aux salariés. Et on laisse une grande partie du résultat en réserve, toujours dans cette même logique coopérative, qui est de dire, chez nous, on laisse par exemple 40% du résultat en réserve. L'objectif, c'est de consolider la structure et de dire, Alma, on cherche à développer une société où les gens sont bien dans leur quotidien, où on a un produit de qualité, mais on poursuit un objectif moyen-long terme, un projet économique, et on ne veut pas revendre Alma. On ne peut pas revendre Alma. De toute façon, on ne peut pas faire de plus-value sur les parts, puisque les parts sont revendues à la valeur d'achat. Donc voilà un petit peu la logique de la SCOP. C'est bien une entreprise qui a pour vocation de mettre en avant les personnes qui travaillent dans l'entreprise, de redistribuer les fruits de ce travail aux salariés dans un objectif de projet moyen-long terme. Chaque salarié est donc propriétaire d'un morceau du projet collectif. Oui. Vous avez dit que dans une SCOP, un salarié, c'est une voix. Alors on a souvent ce fantasme de la prise de décision qui est calamiteuse, compliquée, lente. J'imagine que le projet coopératif, il est soutenu par des processus et vous allez me démentir puisque vous prenez des décisions tout à fait efficaces, de manière efficace. Est-ce que vous pouvez nous illustrer le projet coopératif dans certains processus très très concrets ?
Alors, je peux prendre quelques exemples concrets parce que c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est pas l'autogestion. La façon dont on fonctionne à notre taille, je pense que c'est possible sur des très petites structures. Nous, ce qui est plus important que le vote, c'est la construction de la décision. C'est-à-dire que c'est d'être très transparent. Donc, on a une circulation de l'information. On cherche en tout cas à faire circuler au maximum l'information. C'est un préalable, que ça soit sur les comptes, la stratégie, les nouveaux entrants, les salaires. Enfin, on a une transparence très forte qui passe par des assemblées générales dans l'année, des réunions d'équipe, des lettres après chaque conseil d'administration, parce qu'on pense que partager la préoccupation sur l'entreprise et pas seulement sur le métier de chacun est très important pour comprendre le projet d'entreprise. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer des lieux de discussion. Alors, bien sûr, le lieu de discussion, la discussion va être différente si on discute d'ouvrir une filiale en Chine qui a une certaine importance pour nous, ou si on décide de décisions anecdotiques. C'est-à-dire les décisions anecdotiques sont complètement déléguées aux responsables. Sur les décisions significatives, on va prendre, dans l'équipe concernée, on va avoir des discussions. Puis ensuite, il y a une prise de décision. Alors c'est vrai que ce qui facilite ce mode de prise de décision, c'est notre organisation en scopette, en business unit. C'est-à-dire que comme on a grossi, on s'est dit finalement pour que ça ne ralentisse pas notre fonctionnement, pour rapprocher aussi alors si on utilise notre langage interne almacien des prises de décision, il faut qu'on soit organisé sur des structures qui soient de taille moins significative. Donc on est organisé en quelques scopettes chez nous, entre 10 et 20 personnes par scopette, qui ont une autonomie assez forte dans la prise de décision, sur leur marché, etc. Et ce qui permet du coup d'être à la fois très réactif sur nos prises de décision et en même temps très participatif. Alors je peux l'illustrer par aussi le recrutement, qui chez nous est aussi très important, puisque comme tous les salariés ont vocation à devenir associés, l'objectif du recrutement, c'est à la fois d'attirer des personnes de valeur, compétentes bien sûr, mais aussi qui vont adhérer au statut coopératif. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas le fait de devenir associé, mais en tout cas, on leur dit, voilà, ce qu'on cherche quand même, c'est que vous ayez envie de vous impliquer un peu au-delà. Ça ne veut pas dire forcément au-delà en temps ou au-delà en argent, mais en tout cas, une envie de comprendre un peu où va la société et donner son avis sur la vie de la société. Donc dans le processus de décision, le responsable va d'abord voir les candidats, il va faire une sélection d'une, deux, trois personnes, puis l'équipe avec qui le candidat va travailler va rencontrer les candidats sans le responsable, et l'équipe va donner son avis. Et ensuite, c'est un échange entre le responsable et l'équipe. Il est très très rare qu'on recrute contre l'avis de l'équipe. Et c'est un processus qui est assez intéressant parce que vous voyez, effectivement, on perd plus de temps en amont. Ça prend un petit peu plus de temps parce que l'équipe rencontre les 1, 2, 3 candidats. Mais derrière, ça a plusieurs vertus. Parce qu'à la fois, les candidats savent dans quelle structure ils vont venir et on peut penser que ceux qui n'adhèrent pas à ce type de fonctionnement ne vont pas venir. Et puis, l'équipe se sent engagée, adhère à ce recrutement et du coup, va tout de suite mettre les moyens en œuvre pour faire monter la personne en compétence. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de prises de décision. Quand on implique en amont, on va peut-être perdre du temps dans le processus amont, mais en tout cas en aval, on va beaucoup moins imposer et beaucoup plus travailler sur l'adhésion au projet. Alors je donnerai un dernier exemple pour illustrer. On considère à Alma qu'on ne peut pas imposer un responsable à une équipe qui n'en veut pas. C'est-à-dire, alors ça demande encore une fois, tout est dans la subtilité de la prise de décision. C'est-à-dire de dire, les équipes ne choisissent pas leur responsable, mais en même temps, on ne peut pas leur imposer quelqu'un qui n'a pas l'adhésion de l'équipe. Donc on met en place tous les 3 ans, donc on a des mandats de 3 ans pour tous les responsables chez nous, et tous les 3 ans, on met sur la table le fonctionnement de l'équipe, en disant qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ça a aussi une vertu, c'est que ça permet d'améliorer les choses, c'est-à-dire de dire, voilà, sur la circulation d'informations, il y a ça qui ne va pas, et on est dans un processus d'amélioration continue qui se concrétise par un vote, effectivement, 2/3 de l'équipe doit valider son responsable ou non, mais dans la pratique, c'est plutôt pour objectif d'améliorer nos pratiques. Voilà, pour illustrer avec quelques... Et si vous étiez à la séance précédente dédiée à la libération d'entreprise, eh bien, vous voyez qu'il y a des liens extrêmement importants avec le sujet précédent. Ça me permet également de tisser des liens. Vous avez un fonctionnement très très différent de celui de vos concurrents. J'imagine que les coopératives dans le monde de l'informatique sont plutôt l'exception par rapport à la règle. Quels sont les bénéfices de ce statut coopératif, à la fois en interne, même si on le pressent sur base de ce que vous venez de dire, mais peut-être également dans la relation que vous pouvez avoir avec vos parties prenantes et en particulier avec vos clients?
Alors, moi, je suis assez convaincue que le bien-être des personnes, c'est important en soi, mais c'est aussi contributeur de la pérennité, de la rentabilité de la structure. Quand je parle de bien-être, c'est pas uniquement avoir un baby-foot et un bar, alors ce qui est aussi le cas chez nous, c'est-à-dire on a par exemple nos bâtiments sont construits autour de bars, parce qu'on considère que la circulation de l'information en prenant son café est aussi importante, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire à partir du moment où les personnes, on travaille plus sur l'autonomie et la responsabilité que des objectifs et le contrôle. À partir du moment où on met davantage en confiance, on va avoir du coup une implication des personnes qui est différente, un turnover aussi qui est moins fort, et ça c'est très très important dans nos métiers parce que la capitalisation, chez nous on n'a pas de machine, etc. Tout est lié aux personnes et à leur, à leur stabilité dans notre structure. Donc le fait que les gens restent, qu'ils soient dans une relation de confiance en interne, crée aussi une relation externe assez similaire, c'est-à-dire que notre mode de fonctionnement avec les clients est plus partenarial qu'agressif. Donc ça permet aussi d'avoir moins de pertes de clients. On a aussi une sensibilité à la rentabilité de manière assez étonnante, qui est très forte en interne chez nous. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la pédagogie économique. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, une marge brute, etc. Et la performance, je pense, vient aussi de l'attention que chacun a à l'atteinte de résultats. C'est-à-dire que les scopettes sont très fiers, les gens sont très fiers de venir en assemblée générale et de se dire que leurs scopettes gagnent de l'argent et qu'ils contribuent à la rentabilité de la structure et qu'en plus le résultat va leur revenir. Donc on a un cercle vertueux. Moi je crois beaucoup à ce cercle vertueux qui s'installe, qui permet d'avoir des fonctionnements. Nous, c'est vrai qu'on existe depuis 35 ans, on a toujours été bénéficiaires. Nos concurrents principaux sont tous étrangers, on est leader en France sur notre secteur et je pense que c'est un modèle qui permet aussi de créer de la performance et de la pérennité dans la structure. Qui crée en tout cas des conditions d'engagement très très forts à l'égard du projet d'entreprise, j'imagine. Voilà. Un grand merci à vous. Je me tourne maintenant vers Pierre Valentin. Alors là, on va passer dans un autre univers. On a discuté ici d'un statut coopératif en prenant l'angle de l'administrateur, l'angle des salariés. On va maintenant passer dans la banque coopérative, mais plus particulièrement, on va, avec vous, Monsieur Valentin, qui est président du directoire d'Ecofi Investissement, on va traiter de la manière dont la coopération est susceptible d'influer sur la gestion des actifs. Alors, vous avez une formation de polytechnicien, docteur en physique, mais très vite, vous avez cédé aux sirènes de la finance, dans la banque CPR d'abord, et puis vous avez rejoint le Crédit Coopératif pour prendre récemment la présidence du directoire d'Ecofi Investissement. Dans nos discussions préalables, on a abordé la question des investissements socialement responsables. Que vient faire la coopération là-dedans ? La coopération ne va pas de soi dans l'investissement financier. La plupart des financiers croient dur comme fer à la compétition plutôt qu'à la coopération. Il y en a même un certain nombre qui pensent qu'on obtient un optimum si les entreprises sont en concurrence pure et parfaite et qu'elles cherchent uniquement à maximiser leurs profits. Donc on est assez loin de la coopération, on est plutôt dans la compétition. Mais justement, l'investissement socialement responsable, c'est la remise en cause de ce modèle. Une remise en cause qui a été finalement assez lente, qui est partie d'un certain nombre d'investisseurs, en particulier des fondations, des congrégations, et qui est montée en puissance au point de représenter maintenant une part très importante de l'investissement financier. Et par exemple, la société Ecofi Investissement, qui est la filiale de gestion d'actifs du Crédit Coopératif, a à peu près 80% de ses fonds ouverts au public qui sont gérés suivant des principes d'investissement socialement responsable, les 20% restants correspondant en gros à des impossibilités techniques de créer les fonds sous cette forme. Alors qu'est-ce que c'est que l'investissement socialement responsable ? C'est un investissement qui se préoccupe bien sûr de la performance financière des entreprises, mais qui se préoccupe aussi de la façon dont les entreprises agissent en matière d'environnement, donc de coopération avec la nature, disons, en matière sociale, donc de coopération, par exemple, entre les salariés à l'intérieur de l'entreprise, ou de coopération avec les États, en matière, par exemple, de paiement de l'impôt. Et puis, enfin, en matière de gouvernance, puisque c'est un des sujets qui est regardé, comment est-ce que la décision est prise, est-ce qu'elle est prise d'une façon suffisamment partagée ou pas. Il y a aussi, bien sûr, dans les questions sociales, la coopération avec les fournisseurs, qui est un point très important.
D'accord, donc vous intégrez dans vos fonds des entreprises que vous analysez non pas exclusivement sur des critères financiers, mais également des critères extra-financiers. Et on voit que la coopération, que ce soit avec son environnement naturel, avec son écosystème d'affaires, est un élément au centre de vos décisions d'investissement. Est-ce que sur des critères, on va dire, d'évaluation classique de fonds, est-ce que ce type de stratégie d'investissement a une influence sur le risque? Dit autrement, est-ce que la coopération a des vertus en termes de meilleure gestion du risque? Nous le pensons profondément, sinon nous aurions peut-être un peu moins d'arguments pour essayer de convaincre nos clients de choisir des fonds ISR. Mais je peux vous donner peut-être quelques illustrations de cela. Si on regarde par exemple une entreprise qui a subi une forte baisse de son cours, qui est Volkswagen, lorsque on regardait avant cette crise les analyses extra-financières qui étaient faites, il y avait quand même un certain nombre de signaux, hélas faibles, d'alerte, en particulier en matière de gouvernance. Pour illustrer ça, on peut citer quelques faits. D'abord, le fait qu'apparemment, la direction n'avait pas été prévenue d'une enquête qui durait pourtant depuis 1 an. Donc il y avait une peur de la direction, un exercice solitaire du pouvoir extrêmement autoritaire. Le nouveau DG a annoncé, quand il a pris ses fonctions, possibilité sera donnée à chacun de pouvoir exprimer une vision contradictoire, même au sein des hautes instances décisionnaires. Donc il y avait quand même quelques signaux. Donc oui, ça peut diminuer le risque et on pourrait trouver d'autres exemples du même type. Moi, j'aime bien citer l'exemple de la responsabilité fiscale. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui payent leur impôt là où elles font du chiffre d'affaires. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un patron du CAC 40 qui m'a dit, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font différemment ? Et il m'a répondu, écoutez, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les remises en cause de la politique fiscale des grandes sociétés de l'Internet, avec les travaux de l'OCDE pour lutter contre l'érosion des bases fiscales, je pense qu'elles ont mangé leur pain blanc. Donc pour les investisseurs, c'est peut-être moins risqué d'être sur une société dont le résultat, après impôt, ne va pas évoluer parce qu'elles payent déjà correctement leur impôt, que de se positionner sur une société qui, du jour au lendemain, pourrait avoir une facture assez importante à régler. Alors, on sait que les investisseurs regardent 2 paramètres, à la fois le risque mais également la performance, l'un étant évidemment corrélé avec l'autre. On entend que des stratégies d'investissement plus vertueuses en matière de responsabilité ont tendance à dérisquer les investissements. Est-ce qu'on peut s'attendre à des investissements performants sur le plan de l'efficacité financière? Parce que c'est finalement ça qu'ils attendent, les investisseurs. Alors, il y a eu tellement d'études sur le sujet que c'est un peu difficile de vous répondre, mais il y a heureusement des gens qui font des méta-études. Donc, ils font des études qui synthétisent toutes les études. Alors, ils ont trouvé que la plupart des études ne trouvaient pas d'effet sur la performance du fait d'avoir une gestion ISR. Et parmi celles qui trouvaient un effet, 2 tiers trouvaient un effet plutôt positif sur la performance et 1 tiers un effet plutôt négatif. Mais ça, c'est le passé, puisque ce sont évidemment des études statistiques. Si on essaye de se projeter un peu dans le futur, moi je suis plutôt optimiste sur la performance des fonds ISR, parce que je considère qu'il y a un certain nombre de faits qui aujourd'hui favorisent objectivement les fonds ISR et qui n'étaient pas aussi évidents il y a 10 ou 20 ans. Si vous regardez par exemple en matière de manquement à l'éthique des affaires, le montant des amendes que payent aujourd'hui certaines sociétés par rapport au montant des amendes il y a 10 ou 20 ans pour des faits comparables, il n'y a aucune comparaison. C'est plus de 10 fois ou 20 fois plus. Donc tout ça pousse plutôt à se préoccuper très sérieusement des questions de responsabilité sociale de l'entreprise et je pense que de plus en plus ce sera un facteur de performance. Étant à la tête d'une société d'investissement, considérez-vous que ce type de produit, c'est l'avenir des stratégies d'investissement, c'est l'avenir de la finance d'investissement? Quelle place on peut espérer que ce type de fonds prenne sur la planète finance? Quand on est gérant, on est avant tout au service des investisseurs. Donc pour moi, la vraie question, c'est est-ce que les investisseurs veulent simplement des placements ou est-ce qu'ils veulent agir à travers leurs placements? Au crédit coopératif, ça va au-delà d'Ecofi Investissement. Bien sûr, nous, chez Ecofi, nous partageons cette vision. Nous pensons que la finance est un effet de levier pour changer la société, pour créer un monde meilleur. Donc évidemment, nous souhaitons que le maximum d'investisseurs nous poussent vers les fonds ISR, même si nous-mêmes, nous n'étions pas déjà convaincus. Un grand merci à vous. Alors, on vient de traiter de la question de la coopération et de son impact vertueux en termes de stratégie d'investissement. Il est peut-être intéressant également de se poser une question inverse, c'est-à-dire est-ce que l'absence de coopération a un coût?
Pierre Pellouzet, bonjour, merci d'être Bonjour. là. Vous êtes médiateur des relations interentreprises. Alors, vous avez pas mal de casquettes sur la tête. Vous êtes également président de Pacte PME, vous êtes président de l'Observatoire des achats responsables. En tant que médiateur des relations interentreprises, j'imagine que vous êtes au cœur des conflits entre clients et fournisseurs. Est-ce que des mauvaises relations entre clients et fournisseurs, aujourd'hui, ça a un coût ? D'abord, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici. Répondre à votre question, c'est à la fois difficile parce que chiffrer le coût des mauvaises relations entre clients et fournisseurs, je crois qu'il n'y a aucune étude qui est capable de le faire. Je peux cependant amener une réponse sur un premier point. Vous allez voir, les chiffres sont terribles. Les retards de paiement de factures, c'est très très simple, on est dans le basique. Je suis un entrepreneur, j'ai rendu un service, j'ai vendu un produit. J'ai facturé mon client comme il se doit. Il est censé me payer selon la loi au bout de 60 jours maximum. En pratique, il ne me paye pas. Et en moyenne, en France aujourd'hui, il y a 13 jours de retard sur ces factures envoyées par des petites entreprises vers les grandes. Alors 13 jours de retard, bon, qu'est-ce que ça fait? Chaque jour de retard, c'est 1 milliard d'euros qui manquent dans les trésoreries des PME. 13 jours de retard, 13 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des PME. Autre chiffre, c'est la cause de 25% des faillites d'entreprises. Alors je vais vous donner encore plus précis. 25% des faillites d'entreprises, ça veut dire que tous les jours, 50 entreprises meurent parce qu'elles ne sont pas payées par leurs clients en temps et en heure. Quand on dit ça, on voit le coût de cette non-coopération qui est terrible sur un seul sujet. Nous, on traite évidemment beaucoup de ces sujets-là. On traite aussi des ruptures brutales de contrat, on traite des spoliations de propriété intellectuelle. Voilà, on traite de tout un tas de causes de conflits entre entreprises qui ont un premier effet, on l'a vu sur les trésoreries, un impact économique direct, qui ont un deuxième effet qui est pour moi encore pire, c'est la non-confiance. Aujourd'hui, on sent, on espère, on pousse un peu de reprise économique. Alors la reprise économique, ça veut dire quoi? Il y a plein d'entrepreneurs dans la salle, c'est assez simple. La reprise économique, c'est est-ce que mon carnet de commandes est en train de monter ou pas? Mais après, il y a une deuxième question, c'est quelle confiance j'ai dans ces bons de commande? Si j'ai plus de bons de commande, mais que je me dis que je ne vais pas être payé, qu'on va me renégocier les quantités en cours d'année, qu'on va venir me raboter sous prétexte que je vais toucher un crédit d'impôt ou un autre, mes marges ou mes prix en cours d'année, renégocier les quantités, etc., qu'est-ce que je fais? Je n'embauche pas, je n'investis pas. Donc la confiance dans le bon de commande, c'est-à-dire la confiance dans la relation avec son client, elle est clé aujourd'hui dans la reprise économique et on voit que c'est un des freins qui empêche cette reprise de partir, de grandir. C'est pour ça qu'il est urgent d'agir sur cette confiance et de la renforcer. En tant que médiateur des relations interentreprises, vous avez à la fois des instruments de pacification quand la rupture, on va dire, est consommée, et des instruments de prévention. En matière de médiation pure, c'est-à-dire de gestion des incidents, quels sont les différents instruments que vous avez à disposition ? Alors nous mettons en place un service public de médiation. J'ai la chance d'être rattaché au ministre de l'économie, donc de pouvoir offrir gratuitement à toutes les entreprises, partout en France, un service de médiation. Il y a 45 médiateurs en France, il y en a en région, il y en a 15 à Paris, tous formés à la médiation avec des profils, pour ceux qui sont à Paris, assez exceptionnels d'ailleurs, ce sont des bénévoles retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, des gens qui ont un vécu extraordinaire. Et tous ces gens sont là à votre service pour vous aider en cas de conflit. Alors, comment ça marche? C'est simple. Vous avez un des cas que j'ai pu décrire ou un autre dans la relation avec un client ou un fournisseur. Vous venez saisir la médiation sur le site médiation-interentreprise.fr. Vous êtes contacté dans les jours qui suivent par un médiateur qui va vous faire entrer dans la confidentialité. Une médiation, c'est confidentiel. Il va vous écouter, il va comprendre votre problème et quand vous serez prêt, on va appeler l'autre partie, on va lui dire on a une médiation qui vous concerne, est-ce que vous voulez venir? Pareil, clause de confidentialité, et quand tout le monde est prêt, on met les gens autour de la table. On fait en sorte, et c'est ça toute la magie de la médiation, de recréer un climat de confiance entre eux, et à ce moment-là, ils arrivent à résoudre, en général quasiment eux-mêmes, toutes ces situations, tous ces conflits, et à recommencer ou à continuer à travailler ensemble. La médiation est un outil extraordinaire, je le disais, on a aujourd'hui, on fait plus d'1 millier de médiations par an, avec 75% de réussite, ce qui est incomparable par rapport à tous les autres moyens de résoudre des conflits que vous pourrez trouver. Mais ça suppose, qu'on soit saisi, qu'on vienne nous voir,
Et deux, qu'on ne vienne pas nous voir trop tard, parce que malheureusement, quand je dis 75% de réussite, ça veut dire 25% d'échecs. C'est tous ceux qui sont venus très 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 tard, voire même quand la situation financière de l'entreprise était au bord du gouffre, et parfois il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire pour eux malgré tous nos efforts. Donc pensez à la médiation, faites connaître cette médiation, c'est aujourd'hui le principal outil, je pense, pour résoudre ces conflits et recréer de la confiance. Alors, votre message effectivement est très très important. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle et donc voilà, soyez informés de l'existence de ce dispositif. Au-delà de la réparation, vos services vont également prévenir, encourager les bonnes pratiques. Quels sont là aussi les instruments que vous avez à disposition pour favoriser les bonnes relations, la qualité de la relation entre parties? Vous avez raison, c'est bien d'arriver quand il y a des conflits. C'est encore mieux qu'il n'y ait pas de conflit, comme ça on n'a pas besoin d'intervenir. Et en plus, on a cette confiance qui est installée. Alors plusieurs outils ont été créés. Le premier outil que nous avons créé, c'est une charte de bonnes pratiques, charte en faveur de relations fournisseurs responsables. Cette charte, on l'a lancée il y a 5 ans. On a fait signer une vingtaine de grandes entreprises. On s'est dit, ça y est, le CAC 40 a signé, tout va bien, on a rempli notre boulot. Et en fait, on s'est aperçu que ces valeurs qu'on portait répondaient aussi aux aspirations, aux attentes d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, de TPE, d'entreprises publiques, d'administration. Et aujourd'hui, il y a près de 1300 signataires de cette charte. Et je peux vous dire, tous les jours quasiment, il y a de nouveaux signataires qui viennent rejoindre ce club. Autour de cette charte, on a référencé des cabinets conseils, parce qu'évidemment, ils sont importants pour porter cette bonne parole. On a référencé des écoles d'acheteurs, parce que c'est bien aussi si les acheteurs de demain portent ces valeurs. Vous voyez, on a créé tout un climat pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent et qui portent ces valeurs. Et puis on a complété, parce qu'on s'est dit, face au succès, autant continuer, on a créé un label qui porte le même nom, label en faveur de relations fournisseurs responsables. Et pour être labellisé, les entreprises doivent accepter d'être auditées par un tiers extérieur, un cabinet type Vigéo, AFNOR ou autre, qui vont leur remettre un rapport qu'elles pourront nous faire parvenir et être labellisées. Il y a 35 labellisés aujourd'hui et on continue là aussi ce chemin-là. Je veux citer d'autres initiatives dont vous avez cité que j'étais partie prenante. Pacte PME, qui est là pour faire en sorte que des grandes entreprises aident les plus petites à se développer, à devenir des ETI. On sait aujourd'hui le manque d'entreprises de taille intermédiaire que nous avons dans le pays par rapport à d'autres pays. Si les grandes donnent la main aux petits, les emmènent aussi bien en France qu'à l'étranger, ça aidera beaucoup et ça fait partie de l'ADN de Pacte PME. Et là aussi, venez adhérer, participer. Et puis l'Observatoire des achats responsables, enfin, qui essaye de mesurer la progression des achats responsables, qui est quelque chose qui progresse réellement, on peut le dire, parce que je veux finir sur une note positive. Il y a de vrais élans, il y a des vrais changements, il y a une vraie prise de conscience, c'est ce qu'on mesure année après année. Malheureusement, cette prise de conscience ne va pas assez vite et malheureusement, elle n'est pas assez universelle. Et dans la même entreprise, vous pouvez avoir un acheteur extrêmement responsable qui va faire du partenariat, qui va travailler intelligemment avec ses fournisseurs, et puis 2 bureaux plus loin, un responsable, par exemple financier, qui va bloquer des factures pour améliorer ses ratios de fin de mois, et tout ça détruit toute la confiance qui est construite par ailleurs. Donc il faut promouvoir ces bonnes pratiques, féliciter ceux qui les mettent en œuvre, et puis alerter ceux qui ne le font pas encore. Il faut aujourd'hui être responsable. Il y a une urgence. Je le disais, 50 entreprises par jour juste sur la partie retard de paiement. C'est incompréhensible dans le monde d'aujourd'hui. Au contraire, encourageons tous ceux qui font bien. Merci pour cette note positive. Un grand merci à vous. Je crois qu'effectivement, ça mérite quelques applaudissements. Guy Ascol, je me tourne vers vous. Ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, un monde que vous connaissez sur le bout des ongles. Vous êtes aujourd'hui en charge du projet Alliance Dynamique au groupe La Poste, un projet extrêmement intéressant qui vise à nouer des coopérations entre le groupe La Poste d'une part et les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'autre part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'abord quelle est la philosophie de ce projet ? Alors, la démarche ou l'intuition qui a fait naître l'Alliance Dynamique, c'était celle que finalement un grand groupe comme La Poste, dans ses grandes missions de service au territoire et aux populations, si elle voulait se projeter en gardant cet acquis, un patrimoine extraordinaire, c'est une présence humaine partout, c'est une capacité de desserte de tous les territoires, y compris ceux qui sont entre guillemets en perte de vitesse, de se dire que finalement il fallait diversifier le type de service aux habitants, aux usagers, aux entités collectives qui peuvent animer ces territoires, et que pour trouver ce chemin de partenariat, il fallait le faire avec tous ceux qui l'incarnent concrètement au quotidien. Et donc l'intuition première, c'est de dire il y a
pas beaucoup de monde qui est présent partout. L'ESS, évidemment, je ne sais pas si tout le monde connaît l'univers de l'économie sociale, il est extrêmement diversifié. Il occupe des formes juridiques, des métiers extrêmement variés. Mais quand on regarde le maillage, je prends un exemple. Le secteur de l'hébergement du grand âge, 20 000 sites d'implantation sur la carte de France. Bon. Et je pourrais vous faire le cours d'insertion dans le secteur du handicap, dans le secteur de ceci, de cela, et vous apercevez que finalement, cumulativement, il y a un maillage, il y a un tissu, il y a une présence qui fait la vivacité de ces territoires. Alors, relation, donc, les métiers de la Poste, et moi, comme tout le monde, il y a 2 ans, j'étais resté à une image, le facteur, le bureau. Après, je rentre dans un groupe, je découvre qu'il y a 200 filiales, qu'il y a je ne sais pas combien de métiers, qu'il y a des fonctions logistiques, support, dans toute la variété. Je veux dire, il y a une puissance. Et en même temps, ça se décline dans des métiers très variés qui rencontrent ou pas l'intérêt des acteurs de l'ESS. Donc nous sommes sur un chantier transverse à travers toutes les branches, toutes les filiales, toutes les directions, pour rechercher tous les terrains de co-développement avec l'ensemble des familles de l'ESS. Alors, première relation, co-développer ensemble. Deuxième réflexe, puisqu'on a décidé de faire des choses ensemble, à quel moment je peux vous être utile à travers de la mise en scène de patrimoine vacant, à travers des outillages que j'ai en tant que grand groupe et auxquels vous ne pouvez pas accéder, logique de groupement d'achat, équipement, y compris dans l'animation des réseaux, sur un plan numérique ou sur d'autres sujets. Et puis de l'autre côté, puisque nous faisons des choses ensemble et puisque j'essaye de vous être aimable, je vous demande en retour de regarder quand vous avez des besoins, si une maison comme la Poste est capable de vous accompagner et donc de prester auprès de vous pour faire ce bout de chemin avec vous. Donc on est sur ce tripode, sachant qu'on n'est pas dans de la RSE, au sens qu'on n'est pas en train de chercher une action sur de l'extra-financier, mais vraiment des vecteurs où on crée de la chaîne de valeur, où on essaye de trouver, alors j'espère dans une répartition juste dans la chaîne de valeur, à quel moment on peut renforcer ou accélérer les métiers de l'ESS tout en consolidant les métiers de la Poste. Voilà dans l'esprit. Alors après, évidemment, c'est des formes très variées. Alors, cette alliance, aujourd'hui, vous l'articulez autour de 6 axes qui sont amenés à se développer, puisque le champ est tellement vaste qu'il fallait bien organiser un point de départ. 6 axes autour des lieux partagés, des produits bancaires, de la mobilité professionnelle, des achats responsables, de la transition énergétique et finalement du numérique. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples concrets de coopération entre le groupe La Poste d'une part et des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'autre part, qui sont, on va dire, gagnant-gagnant dans un de ces axes? Oui, bon, je vais aller vite par exemple sur les achats, mais on est sur un secteur où on a les 2 grands pans, secteur adapté et protégé côté handicap, secteur de l'insertion sociale par l'économique. Bon, il y avait, pour des questions de cadre juridique, évidemment, un penchant plus marqué sur le premier secteur, puisqu'il y a les taxes AGFIP, etc. Donc on a regardé, à partir de l'existant, d'abord de qualifier l'existant, et puis de regarder les outillages ou les processus qui permettraient d'en faire mieux, d'en faire plus, de diversifier les prestations et de chercher à aller de plus en plus loin. On est sur ce chemin, on est en train de faire de la formation, on met des outils électroniques avec toutes les références d'acteurs au plus près à disposition de l'ensemble des équipes. Bon, ça c'est un premier volet. Si on prend les lieux partagés, derrière ça, au départ, on est parti sur l'idée que, puisque le réseau de la Poste, ceux qui gèrent les bureaux ou les points de relais, bref, ceux qui accueillent les publics qui viennent chercher le service postal, on conduit une réflexion depuis déjà 7 ou 8 ans. Donc la loi dit, obligation pour la Poste, 17 000 points de contact, à pas plus de temps de distance kilométrique, à pas plus de temps de déplacement. Donc il y a une contrainte extrêmement précise. Donc évidemment, quand vous avez 2 têtes à cheveux gris qui passent là par jour dans un bureau, pendant que, bon, vous vous dites au bout d'un moment, il faut faire évoluer le système, sinon il va imploser. Donc il a été ouvert des voies en direction des petites mairies ou parfois des relais commerçants. Bon, on s'est dit pourquoi pas vers l'ESS. Quand il y a une structure qui est installée au milieu de la commune, une maison de foyer d'hébergement ou une maison de retraite, un établissement pour jeunes adultes handicapés, etc., est-ce qu'on peut aller vers la convention pour confier le service? Bon, là, actuellement, on s'est dit, c'est bien de confier le service, mais ça serait encore mieux si, au lieu de passer le relais, on revitalisait le territoire en convainquant une dizaine d'acteurs de l'ESS de venir investir le lieu collectivement. C'est-à-dire d'amener tous leurs services aux habitants et de faire l'inverse.
c'est-à-dire de repartir à la reconquête du territoire en question et de lui amener des choses supplémentaires qu'il n'avait pas. Donc on ouvre ce qu'on appelle des pôles de développement locaux, donc la démarche est en cours. Vous voyez, c'est ça le type de raisonnement. Mais alors après, évidemment, quand on pousse, on s'aperçoit que tous les lieux vacants, des petites postes fermés depuis 10 ans, vont devenir des logements très sociaux en milieu rural, là où il n'y avait aucune offre. C'est-à-dire que quand on cherche domaine par domaine, on match des rencontres entre une disponibilité, là en l'occurrence un patrimoine vacant qui n'a pas de vocation évidente, surtout quand il n'y a aucun marché immobilier dans les géographies dont on parle, et qui retrouve une vocation et qui revitalise le terrain et qui permettent à une famille d'acteurs de trouver des solutions là où il n'en avait pas. Alors je prends cet exemple-là, vous imaginez bien que dans les grands du secteur caritatif, tous les lieux logistiques qui sont disponibles, etc., etc. Donc on est en train de regarder location, bail à habitation, cession, voilà. Ça, c'est les lieux partagés. Bon, voilà. Alors, je peux prendre un petit mot sur la transition quand même, dans cette période de COP21. La Poste est en train d'investir les métiers de la transition. Pas de la faire chez elle, de regarder comment elle peut développer des métiers au service de la transition en général. Donc, je vais passer sur les détails, on n'aurait pas le temps ici. Plusieurs métiers se préparent pour mettre en scène tous les outillages dans cette direction. Je pense qu'il y a une chose que la société française sait mal faire, c'est capter l'innovation et capter les pionniers, le savoir-faire des pionniers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inventivité économique qui repose sur une approche sociétale. Et c'est un phénomène qui s'amplifie et qui va s'accentuer. Donc les intuitions de la société qui se transforment en initiatives économiques innovantes, c'est comme ça qu'est née l'économie sociale et solidaire. Dans la deuxième moitié du 19e, c'est comme ça qu'elle continue d'élargir les champs dans lesquels elle crée, elle invente, etc. Et je pense que quand des grandes logiques se mettent en mouvement, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient dans les secteurs privés, il faut avoir l'intelligence d'encourager, de renforcer tous ceux qui, quelles que soient les formes qu'ils ont prises juridiquement, représentent ces pionniers et cette installation des nouveaux savoir-faire. Et dans l'énergie, quand vous regardez aujourd'hui, on est confronté au problème de réhabilitation du parc de bâtiments. Où sont les pionniers sur les matériaux? Où sont les pionniers sur la capacité, je ne parle même pas de la nouvelle norme, mais qui sont déjà avec 2 normes d'avance en termes de savoir-faire? On les retrouve en grande partie dans ce secteur. Si vous cherchez où sont les pionniers parmi les initiatives locales en production d'énergie, dans le bouquet des énergies de relève qui sont en train de s'affirmer, voilà. Donc c'est aussi de se dire que dans ce mariage entre des grandes maisons et des acteurs qui sont multiformes et implantés sur des thèmes et des territoires nombreux, il y a une mise en scène de savoir-faire dont les grands groupes ou les grandes structures ont la responsabilité de faciliter l'essaimage. Et que cette accélération collective, elle passe aussi, c'est vrai pour la petite entreprise qui était citée avant, aussi bien que pour les petites entités de l'ESS. Et parfois, on a tendance à, bon écoutez, bon, c'est bien, les petits, là, vous avez bricolé pendant maintenant, les gens sérieux arrivent et vont s'en occuper. En général, on prend simplement 15 ans de retard au lieu de capitaliser ce qui existait déjà. Voilà, et ça rejoint ce que vous disiez, M. Pellouzet, à savoir tout l'intérêt que les grands peuvent avoir à collaborer avec les plus petits, qu'ils soient du secteur marchand ou du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et dans cette boucle d'intérêts partagés, évidemment la capacité d'accéder aux moyens et aux ressources des gros et la capacité pour les gros d'accéder à l'agilité des petits et à la présence dans un contexte proche du terrain. Merci pour cette illustration. Michel, n'hésitez pas effectivement à l'applaudir. Je vous remercie. Alors, on a la chance de se connaître avec Michel, donc je ne vais pas te faire les courbettes du vous alors qu'on se tutoie dans la vie. Michel est président d'Areco. Alors, vous ne savez peut-être pas ce qu'est Areco, mais toutes et tous, vous connaissez les produits d'Areco. Je laisserai à Michel le soin de les présenter. Areco est une PME formidable, une PME qui s'est engagée dans la RSE depuis pas mal d'années maintenant, avec une très très forte reconnaissance de cet engagement à la fois interne. Je peux vous dire que moi qui connais cette entreprise et qui l'ai visitée à plusieurs reprises, on y sent le bien-être, on y sent le plaisir à y travailler. Et puis des reconnaissances à l'externe aussi, à travers des trophées, trophée RSE 06, trophée RSE PACA, trophée national décerné par l'Ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes. Alors si tu es là aujourd'hui, Michel, c'est pour nous parler... alors d'abord, tu peux peut-être dire un mot d'abord de la manière dont l'innovation est complètement partagée au sein de l'entreprise, mais vous avez entrepris collectivement un chantier important au sein de l'entreprise. C'est une transition du modèle économique d'Areco vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Voilà, est-ce que tu peux expliquer à notre public en quoi tout cela consiste? Merci Christophe. Moi, je vais essayer, après toute cette introduction, je pense que je vais avoir du mal à me remettre. Donc en fait, Areco, j'ai créé Areco en 1998. Donc moi, personnellement, je suis issu de la recherche. J'ai un doctorat, j'ai fait de la technique, j'ai travaillé dans des grands groupes étrangers, japonais en particulier, où j'ai déjà commencé à travailler sur des modèles coopératifs, parce que les Japonais font de la recherche en coopération, et on travaillait en coopération avec des petites sociétés déjà à l'époque, avec notre centre de recherche. Et donc j'ai créé Areco en 98 et on est parti sur un modèle assez industriel. On fabrique des systèmes d'humidification qui aujourd'hui sont dans à peu près 3000 magasins, c'est-à-dire c'est le brouillard que vous voyez sur les fruits et légumes, maintenant la viande, le fromage, enfin toutes les applications de distribution agroalimentaire dans les magasins. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on travaille avec des grands groupes, donc Carrefour, Auchan, on est référencé dans toute la grande distribution. On a eu une très très forte croissance entre 2007 et 2000, on va dire même un peu avant, 2006-2008, où on a multiplié par 4 le chiffre d'affaires en 2 ans. Donc là, on s'est posé plein de questions, parce qu'on a vu arriver des nouveaux employés. Aujourd'hui, on est 60, mais on est passé de 10 à 40 très vite. Et en fait, on s'est posé la question, on commençait à avoir aussi des problèmes de concurrence, de grands groupes qui cherchent à tout prix à rechercher le prix le plus bas et pas forcément le meilleur compromis, qualité-prix. Et donc, on s'est posé plein de questions. On a mis en place une étude assez lourde sur la RSE, qui, comme tu l'as dit, aujourd'hui a abouti à un bon résultat. Et en fait, ça, le meilleur résultat qu'il y a eu, c'est on n'est pas en mode coopératif, mais ça ne nous a pas empêché, par exemple, en 2011, à distribuer tous les résultats de la société aux employés, parce qu'on faisait une année qui était un peu difficile. Et en fait, on s'est dit, cette année, on ne va pas... Comme on savait qu'on avait investi pour le futur et que ça allait payer, on s'est dit, bon, on prend ce risque-là et on a distribué tous les résultats. Et donc ça c'est des choses qui permettent aussi de motiver. Et en fait, le personnel est revenu un jour avec des idées en nous disant, il faut qu'on fasse du matériel éco-conçu. Donc on a dit, pourquoi pas. On a regardé si on pouvait avoir des financements. Donc on a eu des financements de la part de BPI, par exemple, qui nous a fait un prêt à taux zéro. On a lancé une étude d'analyse du cycle de vie. On s'est aperçu que nos appareils, en fait, on les utilisait très longtemps dans leur vie, travaillaient pendant 10 ans ou 15 ans, parce qu'on les garantit à vie. Donc l'usage du produit était beaucoup plus important que la simple fabrication du produit. Donc tout ça, ça nous a fait un peu cogiter. On a rencontré Christophe, qui nous a intégrés dans un programme collectif de formation à l'économie et la fonctionnalité. Et tout ça, ça a fait, en fait, c'est pas arrivé d'un coup. Je ne suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais faire de l'économie et la fonctionnalité. Mais petit à petit, je me suis aperçu que ces modèles-là avaient un grand intérêt, en particulier vis-à-vis des donneurs d'ordre qui sont beaucoup plus gros que nous. C'est qu'on entre dans un modèle où, en fait, on va regarder à quoi sert réellement le produit pour notre client. Où sont on va utiliser des termes un peu barbares, peut-être les externalités positives et surtout les externalités négatives qu'aujourd'hui on ne paye pas mais qu'un jour on va payer, et essayer de transformer ces externalités négatives dans notre modèle pour qu'elles deviennent un jour positives et qu'on puisse, comme on disait tout à l'heure, devancer les futures réglementations. Nous aujourd'hui on travaille beaucoup sur des normes pour nos appareils parce qu'elles n'existent pas aujourd'hui, donc on travaille en amont avec des centres de recherche et des laboratoires pour mettre en place des tests pour assurer la garantie sanitaire de nos systèmes, qui est très importante, parce qu'en dehors de la garantie à vie, on a aussi une assurance qui permet d'assurer ces systèmes-là contre des risques, entre autres de légionnelles, qui sont des risques qui pourraient arriver si on ne faisait pas attention. Voilà, donc tout ça, ça a émergé, et aujourd'hui on arrive à un point où on se dit, on ne vend plus des machines à brouillard, mais on vend des systèmes de promotion de produits frais, c'est-à-dire on aide à vendre mieux ces produits frais. On s'est engagé aujourd'hui à développer en dehors de la transformation en positif des externalités négatives. On a monétisé des externalités positives. Par exemple, nos produits aujourd'hui servent à mieux conserver des produits frais. Qui dit produits frais dit alimentation plus saine. Donc on essaie de faire de donner de l'information aux consommateurs, des recettes, des choses comme ça en collaboration avec nos clients, pour encourager les consommateurs à consommer des produits frais, et dans le but effectivement que donc là c'est typiquement une externalité, tu le diras mieux que moi je pense, qui se transforme en positif et qui... Donc si je comprends bien, pour que ce soit bien appréhendé pour les uns et les autres, Areco, maintenant vous visualisez bien les produits, hein, vous avez ces équipements qui envoient du brouillard sur les salades, sur les poissons et dans les rayons boucherie, et progressivement, l'entreprise s'est intéressée
à l'usage, à la fonction de ce matériel. La fonction de ce matériel, c'est de mettre en valeur les produits frais, dont on sait toutes les vertus qu'ils peuvent avoir en matière de santé, par exemple, mais également en matière de budget, par rapport éventuellement à d'autres types de préparation. Et donc, ça veut dire que le métier d'aréco, il passe d'un, quelque part, équipementier à un apporteur de solutions intégrées pour permettre aux gens de se réapproprier l'alimentation basée sur des produits frais. Alors ça veut dire quoi en termes de coopération? Ça veut dire comment est-ce que ça re-questionne non seulement le métier, et comment est-ce que ça re-questionne également les parties prenantes avec lesquelles vous interagissez et les coopérations que vous avez à mettre en œuvre pour simplement faire en sorte que ce modèle y tourne? Alors les coopérations, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont au niveau en amont technique, donc comme je disais avec les centres de recherche, en amont pour trouver des liens entre nos systèmes et la vraie conservation des produits, la conservation et leur organoleptique même, c'est-à-dire la meilleure qualité des produits intrinsèquement, mais aussi avec les partenaires plus industriels, plus techniques, avec qui on développe les nouveaux systèmes d'électronique. On ne peut pas développer un système comme ça au niveau d'une PME de 60 personnes. On est obligé d'avoir des partenaires techniques dans tous les domaines. Donc sur ces sujets-là aussi, on a des partenaires historiques depuis très longtemps qui sont toujours les mêmes. Et également, maintenant, on va sur l'aval où on va travailler avec, on est en train de travailler avec une petite société qui a démarré sur Sophia Antipolis, qui est en fait Blue Carrot, qui est une société qui a développé des outils de génération automatique de menus avec des contraintes. Donc aujourd'hui, les contraintes évidentes pour cette société, c'est des contraintes de qualité de produit et d'équilibre nutritionnel. Mais on lui a demandé, est-ce que vous pouvez faire aussi des contraintes monétaires, par exemple, en disant, on peut dire, je vais générer un menu avec une gamme de prix fixée. C'est-à-dire, au lieu de vendre le plus cher possible, on va essayer de vendre ce que le client veut acheter. Et ça, c'est possible. Donc aujourd'hui, on les aide à intégrer ces paramètres dans le modèle. Donc on va générer en fait automatiquement des menus qui vont avoir des contraintes de coût, des contraintes de diététique. On pourra dire aussi, par exemple, qu'on a un enfant qui est allergique et le menu automatiquement va exclure tous les produits de l'allergie. Et tout ça, on le propose aujourd'hui à des clients. Donc on est en train de monter un partenariat aussi avec une petite chaîne de bio dans notre région, parce que ce genre de modèle, c'est très difficile à mettre en place. J'en ai parlé à Carrefour qui m'a dit « Ah ouais, c'est super ». Toujours au niveau de l'acheteur, il était tout content. Après, derrière, il m'a dit « Mais moi, je n'ai pas le droit de faire ça ». Donc, on commence petit avec en fait une petite chaîne de bio qui va nous ouvrir tous ces chiffres, tous ces tableaux, toutes les données, parce qu'on va intégrer dans nos modèles tous les prix de ces produits, parce que pour calculer automatiquement les prix des menus, il va falloir faire ça. Tout ça, en fait, prend forme et c'est effectivement tout un essaimage. On est en train de monter de la formation aussi avec un partenaire qui fait de la formation, je l'ai oublié. Qui est une personne qui fait de la formation à la mise en rayon et aux gens du rayon. Et pour nous, c'est très important que le personnel du rayon soit motivé et utilise correctement nos systèmes, parce que si c'est bien utilisé, c'est très rentable pour toute la chaîne, y compris pour le consommateur qui va mieux consommer ses produits. Mais si le magasin utilise nos systèmes pour simplement prolonger la durée de vie des produits, là, c'est une catastrophe parce qu'il risque d'avoir des contre-références, il risque d'abîmer les produits, etc., etc. Donc tout ça, ça met en place de la formation au niveau du personnel et on s'est rapproché d'une société de formation. Et l'idée est en fait d'arriver un jour à faire un modèle où le client ne payera en fait que le résultat. Par exemple, s'il ne jette plus, il va nous donner plus d'argent que s'il jette. Donc on peut prendre les déchets, par exemple, comme un indicateur, qui est un indicateur très fort, parce que les fruits et légumes, c'est la moitié des déchets d'un supermarché. Donc si on arrive à réduire ces déchets-là, c'est très important. Donc le paramètre déchet est un des paramètres qu'on espère pouvoir suivre. Et tous ces paramètres-là ont une influence quelque part sur ces déchets. Alors, je vous l'avais dit, hein, on a essayé de tenir le timing et on a parfaitement tenu le timing de manière à pouvoir vous donner la parole. Peut-être en guise de synthèse, vous voyez qu'on a pris le thème de la coopération et je pense qu'on a tourné autour de ce thème dans les modes de gouvernance avec les administrateurs, en interne avec les équipes. On a vu toute la vertu que la coopération pouvait avoir au sein des équipes, en matière d'engagement, en matière de volonté de donner le meilleur de soi dans un projet qui est collectif et véritablement partagé. On a vu que la coopération, elle est de nature à modifier la nature des produits, notamment des produits d'investissement. On a discuté également du coût de l'absence de coopération dans des éléments, je veux dire, aussi simples que le respect de dispositions légales en matière de paiement, mais au-delà, dans toute la vertu qu'il y aurait
à développer non seulement des relations pacifiées, mais des relations beaucoup plus fortement engagées dans des dynamiques coopératives entre toute une série de diversité d'acteurs, des acteurs de grande taille avec des acteurs de plus petite taille, des acteurs de grande taille avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis finalement, certaines entreprises, certaines PME décident de faire de la question de la coopération une question centrale au cœur même du modèle économique d'entreprise. Donc voilà, je crois que nous avons eu à voir un panorama extrêmement diversifié de la question de la coopération. Maintenant, la place est à vous. Peut-être est-il possible d'allumer la salle de manière à ce qu'on voit à qui on parle. Et il y a déjà une main levée là au fond. Je pense que vous devez, si ces salles sont équipées de la même manière que toutes les autres, vous devez avoir des micros. Ou alors voilà, on va vous passer des micros. Si vous pouvez attendre le micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre, vous présenter. Et puis maintenant, la balle est dans votre camp. Oui, bonjour, Bruno Pirenne, je suis directeur des opérations du label Lucie, qui est un label de RSE. Et donc, dans la RSE, et notamment dans la norme ISO 26000, on a deux pratiques fondamentales, dont une qui est identifier ces parties prenantes et dialoguer avec elles. Et donc là, vous avez présenté des modèles de coopération qui ont été mis en place par vos structures. La question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin, identifier effectivement tout son écosystème vital pour une entreprise et questionner les coopérations possibles avec chacune des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on ait des propositions bilatérales, voire multilatérales, effectivement, qu'on dise à chacun, tiens, voilà comment on fait aujourd'hui, est-ce que demain on pourrait faire autrement, de manière à ce que la coopération soit aussi générée par les parties prenantes elles-mêmes et que ce soit l'entreprise qui la reçoive et qui du coup, avec d'autres points de vue, puisse évaluer la possibilité de faire encore autrement. Merci. Alors, une coopération qui s'ouvre aux parties prenantes plus larges, est-ce que certains d'entre vous sont engagés dans ce type de dynamique aujourd'hui? Monsieur Valentin. Oui, du point de vue de l'investissement financier, il y a, je crois, un mot qui me fait réagir, c'est le mot dialogue, puisque c'est justement un des éléments de la gestion ISR, non seulement de sélectionner les sociétés qui se comportent le mieux en matière d'environnement, de social et de gouvernance, mais aussi participer par le vote aux assemblées générales pour favoriser les améliorations dans ce domaine, et puis dialoguer, rencontrer les sociétés, ce qu'on fait assez fréquemment, et ce qui nous amène parfois à modifier l'analyse qu'on avait faite des performances des sociétés dans ces domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc le dialogue est de toute façon indispensable parce qu'on ne peut pas noter quasiment comme un robot toutes les performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Monsieur Pelouzet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, très rapidement. Alors, d'abord, effectivement, c'est bien qu'on parle du label Lucie. Moi, j'encourage aussi les entreprises, et notamment les PME qui recherchent un label RSE, à aller vers le label Lucie. Mais vous avez raison, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un espèce de 360 des parties prenantes et voir comment on peut améliorer les relations avec chacune des parties prenantes. Et effectivement, ça passe par un dialogue. Nous, tout ce qu'on essaye de porter, alors là, je reviens sur le domaine de la relation client-fournisseur, c'est ce dialogue. Quand on parle de pacte PME, c'est des grandes entreprises ou des grandes administrations d'ailleurs et des PME qui ensemble essayent de travailler sur des bonnes pratiques, les développer et les mettre en œuvre et puis les propager le plus largement possible. À l'autre bout du spectre, quand on parle de médiation, c'est arriver à créer ce dialogue, arriver à faire en sorte qu'on dépasse le conflit. Je le disais, on voit arriver des gens qui sont extrêmement fâchés. D'ailleurs, parfois ils ne se connaissent pas, mais ils sont très fâchés. C'est simple, ils arrivent avec un dossier comme ça, avec des lettres d'injures, des mails terribles, des lettres d'avocats, etc. Et nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est leur faire évacuer un peu tout ça et revenir à un dialogue. Donc, qu'on parte de très petit en médiation, qu'on parte de très large dans toutes les structures dont on a pu parler, oui, ce dialogue approfondi, c'est une des clés de la réussite et du développement de tout ce qu'on essaye de faire. Je vous remercie. Une autre question, madame. On vous donne un micro. Merci, je vous félicite. C'est vraiment une table très, très intéressante. Et moi, je suis Laura Madeleine Goiti, je suis péruvienne. Je fais partie de la délégation du Pérou dans la COP21. Et moi, je suis de la société civile. Et je voudrais poser une question. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'amener votre idée, votre expérience de collaboration, d'aller vers
une économie collaboratrice plutôt que compétitive, dans la place d'une alliance entre les entreprises et d'autres acteurs de la société civile, soit l'académie, les jeunes, la coopération, les ONG, l'État, pour faire des projets qui puissent être des profits pour tous, pour avoir des projets de plus en plus qui puissent visualiser la transition vers des sociétés baisse en carbone ou décarbonisées, et aussi pour des économies et des sociétés qui soient résilientes vis-à-vis du climat et aussi qui aient de plus en plus de maîtrise sur l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Avec l'économie sociale et solidaire, on est en prise directe avec la société civile, pas toujours, mais en tout cas on est proche. J'imagine que vous avez plein de choses à partager avec madame. Maintenant, je vous demanderai quand même d'être relativement concis parce que c'est un sujet très très vaste. Oui, puis il y a au moins 5 questions dans la question, mais j'ai envie de dire, pour prendre un terme que l'Amérique du Sud porte, c'est une question de commercio juste. Hein? Ça veut dire que dans la chaîne de valeur, dans la relation des partenaires, à quel moment chacun s'accorde pour retrouver à reconnaître l'intérêt de l'autre. Il y a comme ça que ça peut fonctionner. Alors, je prends un exemple dans la démarche qu'on entame. Je ne vais pas dire les exemples au sens concret, mais parce que je ne veux pas dévoiler des choses vis-à-vis des acteurs concernés. Vous découvrez qu'une famille d'acteurs est en danger dans son métier si elle ne se dote pas d'un outillage numérique puissant dans un domaine. Vous apercevez qu'ils posent la question à la Poste. Et moi, je leur envoie la question à eux. C'est à eux, la communauté des acteurs en question, qui ont la réponse entre eux. Peut-être que la Poste a une réponse technique. Mais au lieu de coopérer avec nous, là, il faut qu'ils apprennent à coopérer entre eux. Si vous regardez la question de la chaîne, par exemple, vous parlez d'énergie, je ne sais pas comment, à moins d'avoir des milliards de stockés dans les fonds ISR, comment je double la capacité de production des panneaux photovoltaïques sans faire appel au modèle capitaliste. Je ne porte pas de jugement de valeur sur le sujet. Je dis, quand vous dites qu'il faut 10 milliards d'investissements pour doubler la capacité mondiale de production de panneaux, lever 10 milliards sous forme coopérative aujourd'hui rapidement pour faire les usines, je ne sais pas comment je fais. Par contre, celui qui fait les panneaux, quel que soit l'endroit du monde d'ailleurs où il les produit, s'il n'a pas le souci d'appuyer toutes les démarches intelligentes de terrain qui fait qu'on... Je prends l'exemple de ce qui se passe dans le nord de l'Europe. 50% de la production énergétique nouvelle depuis 25 ans est d'initiative citoyenne et non pas industrielle. Ça doit questionner des chiffres comme ça. Ça veut dire que l'intérêt de celui qui met au point une technologie, une technique, un produit, c'est d'aider ou de faciliter ou de s'intéresser à la propagation ou la prise en main par la société de la propagation des solutions innovantes. Et donc je crois à ça. Alors après, ça enlève les cyniques, les gens qui piquent la valeur ajoutée pour aller l'emporter ailleurs. Donc on enlève cela. Il y en a, on va essayer de les réguler autant qu'on le peut. Et puis on peut travailler avec tous les autres, ça fait déjà beaucoup de monde. Merci, M. Ascot. M. Valentin, vous voulez réagir également? Oui, sur ce sujet des coalitions possibles entre l'économie sociale, en gros, et puis les grandes entreprises, je voudrais d'abord rendre hommage à une loi française dont le père est, je crois, M. Ascot, qui est une loi sur l'épargne salariale et qui fait qu'à peu près 1 million de salariés en France ont des fonds d'investissement pour leur retraite, en tout cas des fonds d'épargne salariale, dont 10%, donc 90% est géré de façon relativement classique, éventuellement sous forme ISR, et puis 10% est prêté, est investi dans des structures à vocation sociale ou environnementale. Alors des grandes entreprises se sont saisies de cette loi, par exemple Schneider a fait en sorte que les 10% qui va vers l'économie sociale ou vers l'environnement, ça correspond au thème de travail de l'entreprise. Pour Schneider, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte pour l'efficience énergétique. Et donc, il y a, grâce à cette méthode d'ingénierie à la fois financière et sociale, il y a là des moyens très intéressants de faire converger la société civile et les grandes entreprises. Je vous remercie. D'autres questions? Madame?
Bonjour, Denise Cator, qui est 91. Vous avez beaucoup parlé des relations clients-fournisseurs. Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait peut-être quelques réformes à apporter du côté du Code des marchés publics? Vaste sujet. J'imagine que la question est pour moi. Oui. Alors d'abord, quand je parle de relations clients-fournisseurs, je n'exclus pas le client public, loin de là. Et quand je parle de retard de paiement, d'ailleurs, je n'exclus pas le client public, loin de là non plus. Et je précise que tous les outils que j'ai décrits, à commencer par la médiation, on peut être saisi que le client soit public ou privé. Donc n'hésitez pas à venir nous saisir si vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, avec un donneur d'ordre public. On est là à votre disposition pour ça. Après, est-ce que le Code des marchés publics en soi est, j'allais dire, vertueux ou pas? Moi, je pense que c'est surtout l'utilisation qui en est faite, qui peut être vertueuse ou pas. Je suis plus persuadé que ce qui fait changer les choses, ce sont les gens, ce sont les personnes, plutôt que le cadre qu'on essaye de mettre autour. On est tout à fait capable de faire des achats extrêmement constructifs, intelligents et partenariaux dans le cadre des marchés publics. On est tout aussi capable de ne pas en faire du tout et de s'abriter derrière un processus complètement juridique qui va bloquer toute discussion et tout échange. Donc la personne va faire la différence, et j'allais dire la hiérarchie de la personne va faire la différence, et très certainement l'impulsion politique qui en haut peut faire la différence aussi. Mais malgré tout, ça reste une affaire de femmes et d'hommes, beaucoup plus que de structures et de cadres. Une autre question, monsieur? Oui, bonjour. C'est à nouveau une question pour vous, monsieur Pellouzet, qui rejoint, enfin je rebondis sur la question précédente en fait, sur les problèmes de délai de paiement notamment. On a loué la bonne coopération entre les grandes sociétés et les plus petites. Il y a des fois des grandes sociétés qu'il faut blâmer. Et je pense notamment à des industriels qui ont comme politique, comme le propriétaire d'une grande société française de radiophonie et aussi de réseaux numériques câblés, pour ceux qui verront de qui je parle, qui a comme principale politique financière de ne pas payer ses fournisseurs. Et donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui était entrepris pour ça ou contre ça. Merci. Alors plein de choses. Pour prendre l'exemple que vous citez, je vois à peu près de qui vous parlez, il se trouve qu'on a fait une médiation collective avec cette entreprise. C'est-à-dire on a été saisi par un syndicat professionnel, pour ne pas le citer, le Syntec numérique, qui nous a amené toutes les entreprises du numérique qui avaient un problème. On a rencontré à plus haut niveau la direction de cette entreprise et on a fait une vraie médiation, c'est-à-dire on a résolu tous les cas, tous les problèmes de facture. Ça a pris plusieurs mois, là pour le coup. Quand c'est collectif, c'est plus long quand c'est individuel, mais au moins on résout plein de cas en même temps. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'approche de premier secours pour les entreprises. Par ailleurs, pour approfondir le sujet, vous savez qu'il y a aussi des dispositions législatives. Il y a maintenant un cadre de loi qui permet à la direction des fraudes, à la DGCCRF, d'aller dans les entreprises et de verbaliser. Et vous savez que cette entreprise, parce que ça a été rendu public, a écopé d'une amende, comme on dit, sur ces actions. Et honnêtement, moi je ne suis pas en faveur forcément des amendes, de la publication des noms, etc. C'est malheureusement nécessaire pour faire bouger les choses. Je suis plus en faveur, vous l'avez compris, d'essayer de recréer du lien, de la coopération, et c'est ce qu'on a essayé de faire en l'occurrence. Et je vous dis, ça a formidablement bien marché. Donc vous voyez, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec cette entreprise ou d'autres, à venir nous saisir. Monsieur, si vous pouvez lui faire parvenir un micro, un grand merci à vous. Merci. Jacques Bouvy, je suis un entrepreneur indépendant à Luxembourg. Je me pose la question par rapport à la coopération. Qu'est-ce qui anime les êtres humains en matière de coopération plutôt qu'en termes de compétition? On a parlé aussi de biomimétisme. Si je fais le parallèle avec les bactéries qui sont dans mon corps, il n'y en a pas une qui essaie d'être chef par rapport aux autres, à ma connaissance, enfin. Donc, enfin si, peut-être, mais bon, voilà, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Mais visiblement, elles semblent coopérer pour me maintenir en bonne santé. Qu'est-ce qui anime les êtres humains pour les rendre coopératifs ou compétitifs? Laurence Ruffin, vous avez une coopération dans l'ADN de votre structure. Est-ce que vous avez un regard particulier sur les ressorts humains et la propension humaine à coopérer?
Question pas évidente sur... Bon, n'hésitez pas à venir en support. Hein. Oui, moi je vais vous en parler. Je pense qu'un des facteurs humains importants dans le développement de la coopération, c'est la curiosité. C'est la curiosité pour l'autre, c'est l'ouverture vers l'autre et la volonté de découvrir ce que l'autre peut vous apporter. Et c'est un des moteurs forts, je pense, de développement de cette coopération au départ. Et puis, au fur et à mesure que cette coopération se développe, on en trouve des profits pour les deux parties et qui viennent assez naturellement et qui du coup viennent renforcer l'effet de coopération. Chez nous, c'est très net sur tout le développement externe dont je vous parlais tout à l'heure, où on va découvrir des entreprises et ensemble, on va élargir le champ d'action de nos partenariats pour aller plus loin. Allez-y, allez-y, hein. Voilà. Peut-être ajouter un élément, parce que c'est vrai qu'on traite en fait du thème de la coopération, mais on n'a pas forcément indiqué quel était le sens de ce mot. Parce que souvent, on peut faire des confusions entre coopérer, collaborer, faire ensemble. Est-ce que faire ensemble, c'est coopérer? La posture ultime de coopération, c'est la capacité entre deux êtres de s'intéresser aux contraintes de l'autre, aux limites de l'autre pour l'intégrer dans son propre travail. Je vais entrer en coopération avec quelqu'un si dans mon travail, dans ma façon d'interagir avec lui, j'intègre ses contraintes, ses difficultés, ses limites. Alors, posé comme ça, quels sont les ressorts humains pouvant amener l'individu à mieux coopérer? D'abord, si on doit s'intéresser à l'autre pour intégrer dans son travail les limites, il faut des capacités d'écoute et d'empathie. Sans capacité d'écoute et sans capacité d'empathie, engager une dynamique de coopération est quelque chose de compliqué. Le deuxième élément, c'est que si on veut être en capacité d'afficher ses limites et ses faiblesses à l'autre, il faut être dans un climat de confiance, puisqu'on sait combien nos sociétés nous amènent à porter un masque au quotidien et que nous avons beaucoup de réticence à faire tomber ce masque, a fortiori dans le monde du travail. Et donc la capacité à un moment donné à générer de la confiance entre les êtres et donc à développer également les conditions propices à l'émergence de cette confiance est un facteur qui va pouvoir favoriser la coopération et la qualité de la coopération. On pourrait traiter de ce sujet pendant des heures et des heures, mais je vois d'autres... Monsieur Pellouzet. Juste un petit mot, parce que j'avais l'impression que vous parliez de la médiation quand vous étiez en train de décrire ça. D'accord. Effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. C'est amener les gens, un, à se mettre dans un climat de confiance, et deux, à comprendre la vie de l'autre. En général, je vous le disais, on a des gens très énervés qui arrivent. Je prends le cas typique, une petite PME qui attend sa facture, et l'acheteur du grand groupe qui est en face, qui lui dit « Mais attends, ta facture, je ne vais pas te la payer. J'avais commandé 1000 pièces, j'en ai reçu que 999. » Et donc, tu vois bien, ce n'est pas complet. Et le petit chef d'entreprise qui dit « Oui, mais seulement si vous ne me payez pas les 999, je ne peux pas payer mes ouvriers. Et donc, vous aurez jamais la 1000e pièce parce que je vais faire faillite. » Quand on arrive à ce niveau de dialogue-là et de compréhension, évidemment, l'acheteur de grand groupe, bien sûr, je vais payer les 999 et puis essayer de me livrer rapidement la 1000e pièce. Tant qu'on n'est pas dans ce niveau de dialogue-là, on reste dans des positions extrêmement dures de « ils sont fous, ils ne veulent pas me payer » et ils ne comprennent rien, ils n'ont pas tout livré. Absolument. Pierre Valentin. Oui, je crois que l'esprit de compétition et l'esprit de coopération coexistent. Mais je pense que la question, c'est ce qui coexiste en même temps dans la même personne. Qu'est-ce qui anime Mark Zuckerberg à 20 ans? Plutôt l'esprit de compétition. Aujourd'hui, peut-être l'esprit de coopération. Même question pour Bill Gates. Et ce qui, je crois, est vraiment original dans le modèle coopératif, c'est pour ça que cette notion de coopération rejoint bien la question de la structure coopérative, c'est que dans une coopérative, on est en même temps dans la concurrence et dans la coopération. Les bénéfices qui ne sont pas distribués lorsque la coopérative est dissoute vont aller soit à une autre coopérative, soit à une œuvre d'intérêt général. Donc on ne peut pas, ça n'a même pas de sens de se battre de façon forcenée pour augmenter ses profits. Et on a décidé d'être à la fois dans l'entreprise, donc dans la compétition, et dans la coopération. Alors que Mark Zuckerberg ou Bill Gates, ils font l'entreprise jusqu'à 40 ans, jusqu'à 30 ans, et ensuite ils font la coopération. Je compléterai sur les motivations de la coopération en disant que c'est aussi la croyance qu'on va être meilleur en coopérant.
et que souvent on a tendance à cultiver la compétition, même dans l'éducation, à l'école, etc. Et que je pense que ça se cultive pour complètement... c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui est inné, si c'est la coopération ou la compétition, mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est de croire qu'on va être meilleur en coopérant et du coup de cultiver les conditions de coopération. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une question d'inné ou d'acquis, mais en tout cas... Juste pour compléter un petit peu par rapport à ça, parce que nous on a vécu ce problème-là quand on a eu cette croissance et où il y a eu des rivalités qui sont apparues entre les gens parce que tout le monde était dans son boulot, on avait trop de boulot et c'est vraiment les dirigeants dans ces cas-là qui sont aussi la clé du problème, entre guillemets. C'est aussi beaucoup de formation, donc on a fait beaucoup de formation, en particulier au niveau du management intermédiaire, pour essayer de leur expliquer que l'autre manager à côté, il avait aussi ses contraintes, qu'il ne pouvait pas forcément toujours dire oui ou réagir dans la minute, et que ce n'est pas parce qu'il ne travaillait pas, mais c'est parce qu'il avait d'autres problèmes. Tout ça, il faut l'expliquer, parce que les gens sont dans leur bulle, et quand, dans notre cas, c'était un peu le cas, et ils sont dans leur domaine, ils pensent tous qu'ils veulent faire le meilleur pour la société, mais ils ne se rendent pas compte que le fait qu'ils avancent des fois un peu trop vite, ça crée des problèmes dans les autres services. Et ça, il faut vraiment de la mayonnaise, il faut prendre la mayonnaise, et il faut... nous, on a fait beaucoup de formations, beaucoup d'intervenants extérieurs qui sont venus, qui ont expliqué. Ouais. D'autres questions? J'ai vu. Là au fond. Si on peut donner à monsieur un micro, un grand merci à vous. Bonsoir, Benoît Ribon, consultant indépendant. Je vous remercie pour ce débat sur la coopération au sein de l'entreprise. J'avais deux questions qui ne sont pas forcément liées, je vais quand même poser les deux en même temps. La première relative à l'éducation, vous en avez brièvement parlé. Mais une question claire, comment voulez-vous que les gens soient amenés à coopérer lorsque la réussite scolaire et universitaire est souvent basée sur la capacité individuelle à s'en sortir tout seul face à une face de papier? Alors c'est peut-être pas votre domaine d'expertise, mais je pose quand même la question comme une bouteille à la mer. La deuxième question, vous avez peut-être plus de réponses concrètes, concerne le droit de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous ne pensez pas que la possibilité d'une entreprise d'avoir de l'innovation qu'elle puisse garder en quelque sorte comme un précieux qui est le sien, qu'elle ne partage pas, n'est pas aussi un frein à la coopération et à l'innovation de manière générale? Alors on va les traiter séquentiellement. Le premier sujet, je vais peut-être répondre. C'est vrai que nous, en tant que PME, on souffre du manque de... Je pense qu'on aimerait bien que justement l'éducation vienne un peu plus souvent nous voir. On a organisé plusieurs fois des visites et effectivement, il n'y a que quelques professeurs qui viennent. Nous, dans notre région, l'IEMM, c'est le syndicat de la métallurgie, organise ce genre de visites et malheureusement, il y a très peu d'enseignants qui viennent. Et ils ont des images un peu stéréotypées des sociétés. Ils n'ont pas vu que les sociétés elles avaient évolué et que c'est mes enfants, des fois, qui sont revenus avec des réflexions qu'ils entendent à l'école, que je me dis... il y a du chemin à faire. Et je pense qu'il faut quand même qu'il y ait plus d'ouverture, ça commence par là je pense, plus d'ouverture du corps enseignant, vis-à-vis en particulier des PME ou des PME moyennes ou un peu plus grosses, qui n'ont rien à voir avec les groupes du 440 et qui justement ont beaucoup évolué ces 20 ou 30 dernières années. Pour compléter, bon, je l'ai évoqué rapidement, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un système... éducatif qui, comme vous le disiez, est basé sur la réussite individuelle, si derrière on est convaincu que dans le monde économique au sens large, la performance vient du collectif. Donc c'est vrai que je trouve qu'on aurait intérêt, au-delà même de l'ouverture aux entreprises, à travailler davantage, à pousser davantage sur des projets collectifs et de valoriser davantage ces projets collectifs dès le lycée, le collège, etc., quoi, dans l'apprentissage à la coopération à l'école. Très rapidement, voilà, je prends ma casquette de prof et je ne peux que reconnaître la validité de votre intervention. Aujourd'hui, le milieu scolaire a tendance effectivement à favoriser davantage un comportement compétitif que coopératif et à prôner en tout cas un schéma de fonctionnement très individuel. Néanmoins, ça commence à évoluer. Mais on constate effectivement que lorsqu'il s'agit aujourd'hui de développer des comportements davantage coopératifs à destination de nos étudiants, on a un très gros travail de déconstruction. On doit déconstruire toute une série de mauvais réflexes qui ont été acquis notamment dans le cadre du parcours scolaire pour reprogrammer, j'ai envie de dire, différemment. Je ferme la parenthèse. Deuxième question qui traitait du droit de la propriété intellectuelle.
Jean-Christophe Julliard, vous voulez intervenir sur ce thème? Juste un mot, et sans rentrer dans du détail sur la propriété intellectuelle. D'une part, il est important que la propriété intellectuelle soit rémunérée, puisque c'est ce qui va assurer la possibilité de prolonger l'effort de recherche, qui va permettre de créer davantage de nouveaux produits, de développer les produits plus avant. Donc c'est important qu'il y ait une certaine protection qui permette la rémunération. Maintenant, l'Imagrin, par exemple, est très en faveur de systèmes qui permettent que cette propriété intellectuelle soit utilisable par d'autres pour pousser la recherche plus loin et développer davantage de recherche. Donc à trouver un certain nombre de mécanismes pour permettre de rémunérer le chercheur qui trouve, mais également de permettre aux chercheurs suivants de partir de cette base même protégée pour aller développer plus loin des produits qui seront encore plus performants. Je vais rebondir sur ce que vous disiez sur le premier sujet. Là aussi, on est en train de faire de la déconstruction pour faire de la reconstruction. On est dans une phase de transition entre l'innovation fermée et l'innovation ouverte, mais j'imagine que vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire une innovation qui était la propriété d'une entreprise et surtout il ne fallait pas qu'elle la donne aux autres parce que sinon son avantage compétitif était perdu et que tous les autres essayaient surtout de voler ou d'acquérir le moins cher possible, et un modèle où on va partager, ouvrir et où tout le monde devrait pouvoir en bénéficier parce que c'est tout ce qu'on dit sur la collaboration jusque-là. Hein. Ce qu'on arrive à faire tous ensemble sera bien plus fort que ce qu'on arrive à faire individuellement. On en est encore loin. Je vais prendre un mauvais exemple et puis après on viendra aux bons exemples. Aujourd'hui, nous envoie en médiation des cas de gens qui font des appels d'offres, qui vont prendre la bonne idée de chacune des réponses qu'ils ont, les regrouper et puis les proposer à un prestataire low cost en Turquie ou au Maroc ou je ne sais pas quoi, en leur disant voilà toutes les bonnes idées, vas-y, produis-moi ça. Donc quand on en est là, on est loin de l'innovation ouverte et du partage. En revanche, on voit que, heureusement, il y a des bons exemples de gens qui y vont. Partage d'innovation, mais déjà partage de données. Hein, on voit le bienfait de l'ouverture des données. On voit les exemples qu'on vit maintenant au quotidien. L'ouverture des horaires de la SNCF ou de la RATP ou autres a permis à des petites structures de créer des applications qui vous permettent maintenant tous les jours de savoir si vos trains vont arriver ou si votre métro est pas trop loin, etc. Et qui créent plus de trafic donc pour ces entreprises, ce qui est vertueux pour tout le monde. Donc on est en transition de modèle. Là aussi, il y a urgence parce que si on ne va pas très vite dans ce modèle-là, on va tous se scléroser dans un modèle fermé, mais ça ne marchera que si on arrive à créer cette confiance entre les gens, entre les entreprises, et c'est le sujet qu'on traite depuis tout à l'heure et c'est normal. Oui, moi je voulais juste dire un mot complémentaire parce que la contrainte que vous avez dite, elle existe, mais il y a l'inverse, c'est-à-dire des systèmes de certification, de barrières techniques qui n'ont pour but que d'écarter les modestes et les petits du monde, qui n'ont absolument pas les moyens d'y accéder. Alors, ce qui est assez curieux et contradictoire, et je prenais l'exemple d'une SCOP du Sud qui a obtenu du CSTB la certification des murs en bois paille pour faire des immeubles et même des cités scolaires, et qui l'ont mis en place publique. Ils ont payé, une fois que ça a été fait, qu'ils ont eu le tampon, ils ont dit que tout le monde s'en serve et que ça se répande. C'est assez rare. Mais ce que je veux dire, qu'il faudrait inventer des systèmes de portage. Il n'est pas normal que des innovations soient empêchées ou freinées pour des barrières qui sont à l'échelle nationale de 100 000 €. Qu'est-ce que c'est? Pour une seule entité, c'est inabordable quand elle est petite. À l'échelle collective, c'est une goutte d'eau. Donc je crois qu'on a intérêt à inventer des mécanismes où quand des gens sont d'accord pour le mettre sur la place publique, on les accompagne pour franchir l'obstacle. Et là, on gagnerait tous beaucoup. Voilà. Écoutez, il est 18h sonnante. On prend une dernière question. On a le droit. Alors, je sais que M. Ascot, vous devez nous quitter parce que vous avez un impératif. Merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bon, on va prendre une toute dernière question. Madame.
Merci beaucoup. Christine Biche, alors ce qu'on a évoqué, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'exemples divers, mais quand même franco-français. Et j'ai remarqué dans les questions, il y avait beaucoup plus de questions internationales et puis liées à l'humain plus qu'au financier. Et alors ça m'interpelle parce que demain, il y a une personne qui va intervenir à 11h sur un sujet financier, parce que c'est les nouveaux circuits financiers de l'économie collaborative. Et c'est quelqu'un qui aurait vraiment pu répondre à toutes les questions qui ont été posées sur le côté humain. Parce que je pense qu'il y a ce qu'on dit, c'est 1 million de révolutions tranquilles dans les pays en voie de développement. Je pense qu'il y a vraiment des exemples là-bas qui sont fabuleux et qui arrivent à allier globalement justement la coopération pour des projets énormes. Alors je pense à Tony Melotto justement qui va intervenir demain à 11h aux Philippines, mais il y a des exemples au Brésil, il y a des exemples au Pérou, la dame du Pérou, etc. Et je pense qu'on gagnerait à prendre des exemples. Enfin, je ne sais pas si vous-même vous vous inspirez de ces exemples, et ça aurait été bien d'avoir un exemple comme ça où justement on arrive à sortir 1 million de personnes de la pauvreté en 10 ans, en justement développant des coopérations très larges entre les gouvernements, les grandes entreprises, les petites entreprises, les ruraux, les citadins, etc. Enfin, mais vraiment d'une manière très très large, et justement passant par les valeurs, par l'éducation. Enfin, c'est une solution globale, et à mon avis, il en faudrait beaucoup dans le monde d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes, et on y arriverait. Enfin, moi, je suis assez optimiste de ce côté-là, et voilà, je voudrais avoir votre regard là-dessus aussi. Merci. Qui souhaite intervenir? Monsieur Valentin? Oui, je crois que le financier, en tout cas c'est ma conviction, n'exclut pas l'humain. Et je voudrais vous donner justement un exemple qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit. J'ai parlé tout à l'heure de ces fonds solidaires où 10% étaient investis pour des entreprises sociales, des entreprises qui sont en général d'assez petite taille. Et très souvent, ces entreprises sont des institutions de microcrédit. Et par exemple, aujourd'hui, en France, la principale institution de microcrédit, qui est une association qui s'appelle l'ADI, finance environ 15 000 projets par an, très souvent de création d'entreprises faites par des chômeurs ou en tout cas par des personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité. Et ces financements de l'ADI reposent pour une partie importante sur des fonds d'investissement que les salariés choisissent pour leur épargne salariale. Et donc, je trouve que c'est un beau symbole des salariés qui aident des chômeurs à créer leur entreprise à travers un mécanisme financier assez astucieux. En tout cas, votre intervention, madame, nous fait prendre conscience de l'importance de la fertilisation croisée et des événements comme ceux-ci sont l'occasion précisément d'opérer ces croisements. Donc, on vous encourage à participer à l'atelier que vous avez mis en évidence. Beaucoup de liens également se sont opérés sur cette table ronde avec celle qui a eu lieu préalablement dans la salle 11 sur la libération des entreprises. Je tiens à vous remercier de votre présence, vous remercier de votre qualité d'écoute, et je pense qu'on peut féliciter et remercier nos intervenants. Alors, l'organisation me demande de vous inviter à quitter la salle et à ne pas poursuivre d'éventuelles discussions ici, car la salle va devoir être aménagée pour la séquence suivante. Donc, si vous avez l'amabilité de ne pas traîner pour quitter la salle, bien évidemment, vous aurez tout le loisir de discuter juste devant cette salle. Merci à vous et bonne continuation de journée.